Personne n'a jamais prévenu Matt Brown que dire la vérité pourrait lui coûter presque tout ce qu'il lui restait. Il a grandi devant les caméras de télévision, partageant sa vie avec des millions de téléspectateurs qui l'ont vu se transformer de jeune homme sauvage en adulte, luttant pour trouver sa place dans un monde qui ne cessait de le regarder. Lorsque les caméras ont finalement cessé de tourner et que les projecteurs se sont estompés, Matt a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Il a commencé à parler ouvertement des choses que sa famille préférait garder cachées, révélant des réalités douloureuses, restées enfouies sous des années de récits télévisés soigneusement construits. Ce qui s'est produit par la suite n'est pas la liberté que beaucoup de gens imaginent être associée à l'honnêteté. Au lieu de cela, les personnes que Matt croyait toujours à ses côtés semblaient s'éloigner de plus en plus. Les relations qui avaient survécu à des années de difficultés sont devenues tendues. Les conversations ont été plus courtes et les ponts, qui semblaient autrefois permanents, se sont lentement effondrés sous le poids d'anciennes blessures et de nouvelles accusations. Plus il parlait ouvertement de ses expériences, plus il semblait devenir isolé jusqu'à avoir l'impression qu'il portait presque entièrement seul le fardeau de sa vérité. Au printemps 2026, cet isolement était devenu impossible à ignorer. Puis vint le matin déchirant du 31 mai, lorsque le frère cadet de Matt Bear Brown est apparu devant une caméra avec les larmes aux yeux et le chagrin écrit sur le visage. Chaque mot semblait difficile à prononcer, car il confirmait ce que la famille craignait depuis des jours. Le corps retrouvé dans la rivière Okanogan, dans le nord-est de l'État de Washington, avait été officiellement identifié comme celui de Matt Brown. L'aîné des 7 enfants, Brown, disparut à seulement 43 ans. La tragédie en elle-même était dévastatrice, mais un détail rendait l'annonce encore plus douloureuse à entendre. Bear a révélé que leur frère Noah avait participé à l'effort de recherche privée qui a finalement permis de localiser Matt. Noah n'a pas simplement été informé de la découverte par la suite. Il était là debout, au bord de la rivière, aidant à récupérer le corps de son frère dans l'eau et confronté à une réalité qu'aucun frère ou sœur ne devrait jamais avoir à affronter de ses propres yeux. Il est difficile d'imaginer le poids émotionnel d'un moment comme celui-là. Un frère cherchant désespérément des réponses pour finalement devenir la personne qui trouve la réponse dont personne ne voulait. L'image de Noé debout au bord de la rivière hanterait de nombreuses personnes qui entendraient l'histoire car elle transformait un titre tragique en quelque chose de profondément humain et de douloureusement réel. Le chagrin qui a suivi ne s'est pas limité à un seul jour ou à une seule annonce. Il est arrivé par vagues qui ont continué à s'écraser sur la famille longtemps après que les caméras ont cessé d'enregistrer. Bear a également abordé un autre récit qui avait commencé à se propager rapidement en ligne. De nombreuses personnes avaient accusé la famille d'avoir abandonné Matt, suggérant qu'il l'avait laissé lutter seul pendant certaines des périodes les plus sombres de sa vie. Bear s'est opposé à ces affirmations, insistant sur le fait que la réalité était bien plus compliquée que ce que des étrangers pourraient comprendre. Les familles portent des histoires qui ne font jamais la une des journaux et les relations au sein de la famille Brown ont été façonnées par des années de douleur, de dépendance, de conflits, de réconciliation et de déception. Ensuite, Bear a dit quelque chose qui a frappé bien plus profondément que n'importe quelle discussion sur la dynamique familiale. Il a mentionné que dans l'une des dernières vidéos de Matt, celui-ci avait parlé ouvertement de l'impact émotionnel des commentaires cruels laissés sous ses messages. En regardant directement la caméra, Bear a rappelé aux téléspectateurs que la personne de l'autre côté de l'écran n'est pas un personnage, ni une cible, ni un objet de divertissement. Il s'agit d'un véritable être humain capable d'être blessé par les mots d'une manière que beaucoup de gens ne prennent jamais en compte. La déclaration était brève, mais sa signification était impossible à ignorer. Bear ne parlait pas en termes abstraits du comportement en ligne. Il parlait de son frère, un homme qui avait passé des années à tenter de reconstruire sa vie tout en subissant les critiques, les moqueries et les jugements de parfaits inconnus. La douleur créée par ces commentaires ne sera peut-être jamais entièrement mesurable, mais le message de Bear suggérait que leur impact était bien plus grand que ce que beaucoup de gens voulaient croire. Pour quiconque a déjà écrit quelque chose de cruel et l'a considéré comme inoffensif, ces paroles ont donné à réfléchir. Il est si facile d'oublier que les réseaux sociaux créent l'illusion d'une distance entre les gens. Derrière chaque photo de profil se cache une personne réelle qui porte des luttes que personne d'autre ne peut pleinement voir. Parfois, les mots qui disparaissent d'une section de commentaires en quelques secondes restent dans l'esprit de quelqu'un pendant des mois, voire des années.
Au moment où Bear a fait son annonce, le coroner n'avait pas encore rendu de décision finale concernant la mort de Matt. Les questions restaient sans réponse et les spéculations continuaient de se répandre sur Internet. Pourtant, un fait était déjà indéniable. Un homme qui avait survécu à la dépendance à l'attention du public, aux conflits personnels et à des années de difficultés émotionnelles, avait atteint un point que presque aucune des personnes qui ont vu sa vie se dérouler n'avait vraiment reconnu. La confirmation du 31 mai a marqué la fin de l'histoire de Matt, mais les jours qui ont précédé ce moment ont révélé une recherche désespérée qu'aucune famille ne devrait jamais avoir à endurer. Le 27 mai, un appelant au 911 a signalé avoir vu un homme assis dans les eaux peu profondes de la rivière Okanogan près d'Oroville. L'appelant n'a détourné le regard que brièvement, mais lorsqu'il s'est retourné, l'homme était face contre terre dans le courant et dérivé vers le courant. C'était le genre de moment qui se passe en quelques secondes et qui change des vies pour toujours. Des membres de la famille ont rapporté plus tard avoir vu Matt le même matin près de la réserve faunique de l'île Driscoll, non loin de l'endroit où provenait l'appel d'urgence. Les enquêteurs ont finalement découvert un sac à dos près du bord de l'eau ainsi qu'un étui vide. Les autorités pensaient que l'arme à feu associée à l'étui s'était probablement retrouvée quelque part dans la rivière en aval, ajoutant encore une couche d'incertitude à une situation déjà troublante. Les communications de répartition faisaient référence à des informations faisant état d'un homme en détresse entrant dans l'eau, bien que de nombreux détails soient restés non confirmés au cours des premières étapes de l'enquête. Le bureau du shérif du comté d'Okanogan a répondu par un effort de recherche à grande échelle, impliquant des plongeurs du matériel sonar, des chiens cadavres et des équipes spécialisées du département de la pêche et de la faune de Washington. Les ressources ont été mobilisées rapidement car tout le monde a compris l'urgence de la situation. Le frère de Matt Gabe aurait été présent et serait resté en contact avec les autorités tout au long de la perquisition. Pendant 2 jours, les équipes ont travaillé méthodiquement sur la rivière, refusant d'abandonner malgré des conditions difficiles et un espoir diminué. Chaque heure passée sans réponse rendait la situation encore plus douloureuse pour ceux qui attendaient le long du rivage. Puis la nature a créé un autre obstacle. Une violente tempête s'est abattue sur la région, transformant le fleuve en un environnement de plus en plus dangereux. Les conditions de l'eau se sont rapidement détériorées, obligeant les autorités à suspendre les opérations actives pour des raisons de sécurité. Pour la famille, le retard a semblé insupportable, la laissant coincée entre l'espoir et la peur, tandis que les recherches s'arrêtaient temporairement. Le 29 mai, Bear a partagé publiquement ses craintes pour la première fois. S'adressant directement à ses partisans, il a admis avoir reçu des informations suggérant que Matt était mort près de la rivière. Même s'il voulait désespérément que cette information soit fausse, ses paroles avaient le ton indubitable de quelqu'un se préparant à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il y avait un autre détail déchirant dans la déclaration de Bear. Il a expliqué que tout au long des luttes de Matt, il avait souvent craint que la dépendance ne finisse par coûter la vie à son frère. Il s'inquiétait des surdoses, des rechutes et de tous les dangers qui accompagnent des années de toxicomanie. Cependant, ce à quoi il ne s'était jamais attendu, c'était ceci. 2 jours plus tard, l'équipe de recherche privée a retrouvé le corps. Noah a identifié son frère, et le cauchemar est devenu réel. Bear est revenu devant la caméra et a partagé la nouvelle avec le monde, mettant fin à des jours d'incertitude, mais ouvrant la porte à un autre type de douleur qui persisterait longtemps après. Pourtant, comprendre ces derniers jours nécessite de regarder plus loin en arrière. Bien avant qu'un étranger ne remarque un homme assis près de la rivière des signes de détresse, était apparu à la vue de tous. Les signaux d'alarme étaient là dispersés dans les vidéos, les publications sur les réseaux sociaux et les apparitions publiques. Le drame est que presque personne n'a vraiment compris ce qu'il voyait à ce moment-là. Les mois précédents, mai 2026, ont révélé qu'un homme portait beaucoup plus de poids que de nombreux téléspectateurs ne le pensaient. Sa mère Amy, déjà affaiblie par des années de graves problèmes de santé, notamment une bataille contre le cancer du poumon et des hospitalisations répétées pour pneumonie, a été transportée d'urgence à l'hôpital en avril, alors qu'elle souffrait à la fois du Covid et d'une pneumonie. La famille était déjà confrontée à une énorme pression émotionnelle avant le début des événements entourant la disparition de Matt. Pendant ce temps, Matt a continué à publier du contenu en ligne. Ses profils sur les réseaux sociaux décrivaient un homme axé sur le rétablissement, la croissance personnelle et la construction d'une vie paisible. En surface, ces descriptions dressaient un tableau plein d'espoir. Pourtant, certaines de ces émissions
suggèrent une réalité différente qui se déroule dans les coulisses. Alamima et Matt a diffusé en direct depuis un parc public de Washington et semblait visiblement affligé. Les téléspectateurs l'ont décrit comme étant confus, émotif et en difficulté d'une manière difficile à regarder. Ce n'était pas la version confiante et réfléchie de Matt que les supporters espéraient voir. C'était quelqu'un qui semblait mener des batailles qui ne pouvaient pas être facilement résolues grâce aux encouragements d'étrangers. L'avertissement le plus déchirant est peut-être venu le 10 mai, quelques semaines seulement avant sa mort. Dans une vidéo publiée ce jour-là, Matt a expliqué qu'il avait passé la nuit précédente à dormir dans un cimetière parce qu'il ne trouvait nulle part ailleurs où il se sentait suffisamment en sécurité pour se reposer. Il se souvient des conseils que son père lui avait donnés des années plus tôt, selon lesquels les cimetières pouvaient être des endroits paisibles où s'arrêter en voyage, car peu de gens pourraient en vous déranger. Ce qui ressemblait au début à une histoire inhabituelle semble maintenant douloureusement différent lorsqu'on l'examine à travers le prisme de tout ce qui a suivi. Il s'était couché entre deux tombes, puis il a regardé son appareil photo, a fait un geste vers sa tête et son cœur, et a dit à son public qu'il allait bien, remerciant tout le monde pour son soutien et ses encouragements. Il dormait seul dans un cimetière, tirant son réconfort des conseils que son défunt père lui avait donnés des années auparavant, et diffusant sur Internet qu'il allait parfaitement bien. Et la grande majorité des personnes qui l'ont regardé, l'ont cru et sont passées à la vidéo suivante de leur flux. Pour comprendre pourquoi Matt dormait dans un cimetière avec presque rien et nulle part où aller, il faut revenir au seul événement de 2021 qui a achevé son isolement des personnes qui étaient censées être sa famille, le feu le père et la confession. Billy Brown est décédé le 7 février 2021 à l'âge de 68 ans des suites d'une crise. Bear l'a annoncé sur Instagram et a décrit son père comme leur meilleur ami et certainement unique en son genre. Le chagrin du public de l'émission a été immédiat et énorme. Matt se serait réconcilié avec Billy avant sa mort et serait rentré chez lui pour lui dire au revoir. Mais lorsque la saison 13 a diffusé son épisode commémoratif intitulé « One Last Dance », les scènes de Matt avaient été entièrement supprimées de l'émission. La famille est apparue à l'écran. Il ne l'a pas fait. Aucune explication publique n'a jamais été proposée quant à la décision prise ou pourquoi elle s'est produite ainsi. 2 mois plus tard, le 11 avril 2021, Matt s'est assis seul dehors la nuit et a enregistré une vidéo qui est devenue l'un des moments les plus discutés de toute l'histoire de la série. À peine visible dans le ciel sombre derrière lui, il a déclaré qu'il savait qu'il n'était pas censé partager les secrets des autres, mais que ces secrets le détruisaient. Il a dit qu'il avait froid et qu'il n'avait presque rien à manger. Et puis, pièce par pièce, il a commencé à démonter le mythe que sa famille avait passé une décennie à construire devant des millions de téléspectateurs. Il a déclaré que la série avait déformé la façon dont vivait réellement la famille. Il a allégué que les producteurs avaient fourni des substances à ses parents et que cela avait contribué à l'environnement dans lequel sa propre dépendance s'était développée. Il a allégué que son père contrôlait tout l'argent que la famille ait gagné grâce à l'émission et qu'on lui avait personnellement refusé l'accès à environ 360 000 $, a-t-il déclaré avoir trouvé des documents documentés par sa mère après la mort de Billy. Il a déclaré que lorsqu'il avait demandé à sa mère 100 $ pour de la nourriture, elle avait répondu non. Barr a répondu rapidement et sans hésitation, qualifiant les affirmations d'horribles mensonges concernant un homme décédé quelques mois plus tôt et affirmant que Matt avait besoin de l'aide d'un professionnel. Discovery Channel n'a jamais répondu publiquement. Les allégations spécifiques n'ont jamais été vérifiées de manière indépendante et restent le seul récit de Matt. Mais regardez ce qui se passait réellement dans cette vidéo. Quelle que soit la vérité exacte de chaque affirmation, vous regardez un homme qui a passé des années à porter le poids d'une histoire fabriquée assis seul dans le noir, avec presque pas de nourriture, décidant qu'il avait finalement fini de la protéger. Ce n'est pas une performance. C'est quelqu'un qui n'a plus de raison de faire semblant. Et la réaction de la plupart des membres de sa famille a été de se retirer davantage plutôt que de se rapprocher. L'éloignement que les aveux sur le feu de camp ont achevé n'a pas commencé en 2021. Il s'était construit depuis près d'une décennie à travers une spirale que les caméras ont parfois capturée et pour la plupart non. La bataille que personne n'a pu filmer. Le premier signe public de la guerre privée de Matt est apparu avant même la diffusion de l'émission. Le 30 août 2013,
il a emprunté la voiture d'une femme après avoir bu dans un bar. Juno a heurté une moto garée dans un parking et s'est éloigné des lieux. Lorsque la police l'a rattrapé, son taux d'alcoolémie était près de 2 fois supérieur à la limite légale en Alaska. En février 2014, il a été condamné à 3 jours de prison et 18 mois de probation. La plupart des spectateurs de l'émission n'en ont jamais eu connaissance, mais c'était un avertissement qui deviendrait finalement impossible à ignorer. En 2016, la situation s'était suffisamment détériorée pour que Matt entre en traitement hospitalier pendant 35 jours. Il en a parlé honnêtement dans une interview accordée au magazine People. Il a dit qu'il se voyait dans une spirale, qu'il était devenu plus renfermé et plus lent que les choses qui l'excitaient auparavant ne le faisaient plus. Il a fait remonter le début de sa consommation d'alcool à une période prolongée à Juneau, où il a progressivement commencé à passer du temps avec des gens qui buvaient beaucoup. Ce qui avait commencé occasionnellement est devenu de plus en plus important avec le temps. Lorsqu'il est sorti du traitement, il avait l'air sincèrement plein d'espoir. Il a déclaré à la même publication qu'il avait transformé sa faiblesse en force et que tout le monde ne revient pas d'où il était. Il était heureux de faire partie de ceux qui l'ont fait. Cet espoir n'a pas tenu. En 2018, Matt avait rechuté et était entré au Betty Ford Center en Californie. Billy a déclaré aux journalistes qu'il préférait le perdre de chez eux pendant un petit moment plutôt que de le perdre pour toujours. Personne dans cette conversation ne savait comment ces mots sonneraient 8 ans plus tard. Après ce deuxième traitement, Matt n'est jamais revenu à la série. La famille a déménagé dans l'État de Washington en 2018 sans lui. À peu près au même moment, 2 femmes ont avancé des allégations selon lesquelles Matt les avait agressées sexuellement lors d'incidents distincts en Californie. Le procureur du comté de Los Angeles a examiné l'affaire et a refusé d'engager des poursuites en raison de preuves insuffisantes et aucune accusation n'a jamais été déposée. Mais la combinaison de la rechute du départ de la série et des allégations signifiait que sa relation avec la plupart des membres de sa famille était entrée dans un territoire dont il n'y avait aucun moyen évident de revenir en arrière. La dépendance et l'éloignement étaient la partie visible de ce qui n'allait pas chez Matt Brown. Mais sous chacun d'eux se trouvait quelque chose que presque personne qui regardait la série n'avait jamais pensé à remettre en question. Matthew Jeremiah Brown est né le 7 septembre 1982 à Fort Worth, au Texas. Son père Billy a déménagé la famille dans une partie reculée de l'Alaska Panhandle, alors que Matt était encore un tout petit, s'installant dans un endroit où il fallait 20 minutes de bateau pour atteindre la ville la plus proche. Matt a grandi sans école, sans enfants du quartier et sans presque aucun contact avec le monde extérieur. Ses parents ont scolarisé leurs 7 enfants à la maison et la famille se faisait appeler une meute de loups, une unité qui existait presque entièrement selon ses propres conditions. Lors de la première de Alaskan Bush People, le 6 mai 2014, Matt est devenu le fils aîné bavard, l'expert en survie, la présence chaleureuse et brutale qui portait l'identité de la famille sur ses épaules et la faisait paraître sans effort. En 2015, l'émission attirait près de 5 millions de téléspectateurs, et Matt était l'une des véritables raisons de ces chiffres. Entre les séances de tournage, il logeait dans des lodges plutôt que dans la ferme isolée que la série continuait de présenter comme leur résidence permanente. Et un acte d'accusation du grand jury en 2014 pour falsification de demande de dividendes d'un fonds permanent a confirmé ce que les critiques disaient, à savoir que l'identité née sauvage et jamais apprivoisée de la famille était au moins construite de manière significative. Matt savait tout cela de première main. De toute façon, il a interprété la version construite de lui-même saison après saison. Et si vous avez déjà dû réaliser une version de vous-même qui n'est pas entièrement honnête, même pour des raisons compréhensibles, vous comprenez déjà le type de poids qui s'accumule derrière cette performance au fil des années et ce que cela coûte finalement à la personne qui l'a fait. L'homme qui a grandi en présentant une version construite de lui-même devant des millions d'étrangers était le même homme qui a fini par dormir seul dans un cimetière. Et la distance entre ces 2 images fait tout le poids de cette histoire. L'histoire de Matt Brown compte au-delà de la famille Brown et au-delà de Discovery Channel. Et le plaidoyer de Bear concernant les commentaires dans les heures qui ont suivi la récupération du corps de son frère en est la raison. Il revenait sans cesse au même point dans chaque mise à jour qu'il publiait au cours de ses jours. Les gens qui regardent de l'extérieur n'ont pas une vision complète de la situation. La vie de Matt était complexe et douloureuse, d'une manière qu'aucun titre ne pouvait contenir. Et la cruauté des étrangers en ligne n'est pas un acte sans conséquence.
Des dizaines d'anciennes stars de télé-réalité sont décédées à la suite de difficultés personnelles signalées depuis le milieu des années 2000 et plusieurs décomptes distincts placent leurs chiffres à plus de 28 au niveau international. Ces émissions extraient le drame d'êtres humains réels, construisent un public autour de leur vulnérabilité, puis relâchent ces personnes dans la vie ordinaire, sans structure de soutien et sans un niveau de surveillance publique qui les suit en permanence. Matt avait sa dépendance, son éloignement et son chagrin. Mais il portait également le fardeau spécifique dont on ne parlait presque jamais, d'être la seule personne de sa famille prête à dire à haute voix que l'histoire qu'ils avaient tous interprétée n'était jamais entièrement réelle. L'honnêteté qui l'a isolé de sa famille et lui a coûté sa place dans la série était la même honnêteté qui donnait aux personnes qui le suivaient véritablement sur YouTube le sentiment de le connaître réellement. Il a construit une communauté grâce à sa volonté de dire la vérité sur ses échecs, puis a vu des parties de cette même communauté utiliser cette vulnérabilité comme cible. Bear a clairement indiqué que Matt avait ressenti ses commentaires au cours de la dernière période de sa vie d'une manière très profonde. Sa mère Amy se remettait encore du Covid et d'une pneumonie lorsque son fils aîné est décédé. La famille que des millions d'Américains ont regardé allumer des feux et attraper du poisson ensemble le vendredi soir se retrouve aujourd'hui avec une perte qu'aucune caméra ne pourra jamais cadrer correctement. Matt Brown avait 43 ans, l'aîné d'une famille de 7 enfants, et le seul à s'être levé et à dire que l'histoire que sa famille avait vendue à des millions de téléspectateurs n'avait jamais été entièrement réelle. Il a payé le prix de cette honnêteté que presque personne qui regardait depuis son canapé ne se serait jamais arrêté pour calculer. Les gens qu'il aimait et les millions d'étrangers qui l'ont regardé à travers un écran et se sont dit qu'ils savaient vraiment qui il était, commencent seulement maintenant à envisager la possibilité qu'il ne l'ait peut-être jamais complètement connu. Si cette histoire vous a frappé différemment que prévu, laissez vos réflexions dans les commentaires car c'est le genre de conversation qui ne se termine pas avec la vidéo.